Alors, ici, je vais voir une vidéo qui va concerner donc le parallélisme de deux droites. Parallélisme de deux droites. Alors, comment va-t-on voir les droites? Bon, ici, je voulais voir sous deux formes. Soit, bon, bien sûr, comme il y en a deux, la forme 1 qui est AX plus B1, Y plus C1 égale 0. Et la deuxième forme, AX plus B2Y plus C2 égale 0. Voilà, ça c'est l'équation, la droite 1, la droite 2. Bon, maintenant, je pourrais voir les équations sous la forme de voilà, y égale mx plus p. Alors je vais discuter des deux. Alors là, ça voudrait dire que bon, une première droite serait m1x plus p1, une seconde droite serait m2x plus p2. Voilà. Alors ici, ça on aurait une droite d1 et ici une droite d2. Avec m1 qui est le coefficient angulaire de la première droite, et P1 qui est l'ordonnée à l'origine de la première droite, M2 le coefficient angulaire de la seconde droite, P2 l'ordonnée à l'origine de la seconde droite. Alors je rappelle que coefficient angulaire c'est tangente alpha. Donc vous avez la droite, on a un angle alpha ici, voilà c'est la tangente alpha. Et en tout point, si vous coupez par une parallèle, vous aurez toujours alpha. Parce que justement on a une conservation de l'angle. L'angle étant pour une droite, comme c'est linéaire, c'est toujours aligné, les points sont toujours alignés, ça veut dire qu'on a toujours la même direction, c'est-à-dire que par rapport à une horizontale donnée qui est l'axe des x, voilà, l'axe des x étant l'origine des angles, on a formé comme origine des angles l'axe des x, et bien par rapport à l'horizontale qui est l'axe des x, et bien on a conservation de l'angle. Donc l'angle pour la droite est un invariant. L'angle est un invariant. On n'a pas la courbe qui fait ceci. Comme ça, voilà. Là l'angle il varie. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, voilà, on a la dérivée. C'est l'outil de dérivée qui va étudier les tangentes. L'outil de dérivée va étudier les tangentes. Mais pour une droite, la tangente, elle est toujours constante. Elle est toujours la même. Ce qui fait que les points, comme on a toujours la même direction, les points sont toujours alignés. Un alignement signifie une direction qui est toujours la même. On ne change pas de direction. Voilà, alors comment définir le parallélisme? Alors je vous rappelle qu'il y a deux types de parallélisme. Soit un parallélisme il est confondu ou distinct. Par exemple, je prends une droite qui est 3x plus 2y plus 4. Bon, égale 0. Ça c'est l'équation d'une droite. Alors, quelles sont les conditions de parallélisme quand elle est donnée sous forme de ax plus by plus c? Eh bien, c'est ceci. Je vais chercher les deux droites ici. Alors, pour avoir parallélisme, il faut, si je devais mettre ça sous forme, le coefficient angulaire ici, il vaut A1x plus B1y égale moins C1, B1y égale moins A1x moins C1, y égale moins A1 sur B1, x bien sûr, moins C1 sur B1. Vous retrouvez l'ordonnée à l'origine ici, qui est moins C1 sur B1, et vous retrouvez le coefficient angulaire qui vaut moins A1 sur B1. Donc quand la droite est donnée comme ceci, le coefficient angulaire vaut moins A1 sur B1. Le coefficient angulaire, il vaut moins A1 sur B1. Ça, c'est pour le premier coefficient angulaire. Le deuxième coefficient angulaire, ici, ben, il vaudra moins A2 sur B2. Alors, pour que ce soit, on va dire, parallèle, distinct ou confondu, ici on a D1, D2, là on a D1, voilà, ici on a D1 parallèle à D2, voilà, mais ils sont distincts. Ici on a D1 parallèle à D2, mais ils sont confondus. Alors pour avoir le parallélisme, il faut la collinéarité. On peut l'entrevoir avec des vecteurs. Hein. Bon, j'ai pas besoin de faire ça. Je peux mettre des vecteurs ici U, V, ou là U, et puis V il est dessus. Donc j'aurai UV l'un sur l'autre. Hein.
ou plus loin, V peut-être plus loin. Voilà, il n'est pas obligé d'être avec la même origine, ils ne sont pas obligés d'être de la même origine. Alors, pour être d'avoir la même origine, on a AB égale lambda fois AC, par exemple. Là, ils ont la même origine, A. Voilà, ou lambda ou K. Hein. Vous appelez ça comme vous voulez. De toute façon, lambda, K, ça appartient à R. Voilà, c'est un réel. Alors, si vous avez K égale 0 ou lambda égale 0, vous avez un point. Vous avez un point qui est le vecteur nul. Là, en ce moment, vous avez un cas particulier qui est le vecteur nul. Or, le vecteur nul est collinaire à tout vecteur. Hein. K fois W, W est différent du vecteur nul, mais ça fait le vecteur nul. Si, bien sûr, si K égale 0. Donc, il suffit de prendre un K particulier, si K égale 0, ben là, K fois W vaudra le vecteur nul. Donc, on s'est ramené tout le point, tout vecteur au vecteur nul. On s'est ramené tout vecteur W quelconque à un vecteur nul. Il suffit de prendre le K égale 0, c'est un cas particulier. Donc, tout vecteur est collinaire au vecteur nul. On va dire ça comme ça. Alors, je vous rappelle que la collinarité est une... si je retire maintenant le vecteur nul, je vous rappelle, hein, c'est juste un rappel, si je retire le vecteur nul, donc l'ensemble des vecteurs dont on a enlevé, sauf bien sûr le vecteur nul, ben, c'est une relation d'équivalence. La relation de, comment on appelle ça, de collinéarité, la relation de collinéarité est une relation d'équivalence. C'est-à-dire que vous avez du RST. RST, c'est réflexif. C'est une relation réflexive, une relation symétrique et une relation transitive. Alors, tout vecteur est collinaire à lui-même. Ça, c'est la relation de réflexive. Tout vecteur est collinaire à lui-même. Alors, la symétrique, c'est si un vecteur U est collinaire à un vecteur V, et que V sera collinaire à U. Comment ça, c'est U est égal à K fois V. V est égal à 1 sur K fois U. Il existe, comme K est différent de 0, puisque j'ai dit tous les vecteurs sauf 0, j'ai enlevé le 0, K est différent de 0, il est inversible. Donc, je sais trouver voilà, sa réciproque. Voilà, je sais trouver sa réciproque. Je vais aller chercher l'inverse. Et comme K est différent de 0, on ne peut pas prendre K égale 0 parce que sinon je vais avoir le vecteur nul. Et le vecteur nul, si je fais K égale 0, voilà, fois U, on a le vecteur nul, mais le vecteur nul, il n'est pas pris. Alors ici, on prendra K appartenant à R sauf 0 pour éviter d'avoir éventuellement le vecteur nul. Donc tous les cas sont inversibles et donc on s'est toujours trouvé. Voilà. Maintenant la transitivité, si U est collinaire à V et que V est collinaire à W, U est collinaire à W. Alors on peut l'entrevoir par comment? U est égal à K fois V. V est égal à K' W. Mais ici, je peux écrire voilà, le V, je peux l'écrire sous forme de 1 sur K fois U. Puisque K est différent de 0, égale K' W. Donc, on aura
U est égal à quoi? K fois K', W, donc on aura K seconde W. Donc vous voyez bien que on a la transitivité, donc on a la réflexivité, la symétrie et la transitivité, donc on a une relation d'équivalence pour la collinarité. Alors, la relation d'équivalence, on la retrouve en géométrie euclidienne. Alors ici, je suis en 2D, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, on a en 2D, on a dans R carré. On la retrouve dans la géométrie affine. Alors la géométrie affine ou affine, c'est une géométrie pour laquelle, bon, on nommait les angles et on nommait les distances. Voilà. Elle généralise, si vous voulez, la géométrie euclidienne. Alors la géométrie euclidienne d'Euclide, qui part de certains postulats, voilà, mais en tout cas, celle-là, on a le produit scalaire qui peut être pris en compte. Alors ici, on joue avec des vecteurs, hein, c'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. Voilà. Alors ici, les vecteurs UV, ben, on peut en faire le module, donc on sait trouver on a la distance. Là, on a les angles et la distance. UV, voilà, fois cosinus phi, on a les angles. Voilà. Puisqu'on a le produit scalaire, on a les modules. Les modules, c'est une forme de distance, voilà. C'est une forme de distance, voilà, on va dire ça comme ça. Donc on a la distance et on a les angles. Donc on peut, dans les démonstrations, ici, on a plus d'outils en géométrie euclidienne. Mais parfois la géométrie affine permet, voilà, de démontrer certaines choses assez simplistes, comme le théorème de Pythagore, qui sont des rapports. Dès le moment où on a des rapports, on peut faire des démonstrations en géométrie affine. Voilà, en jouant avec des vecteurs, bien sûr. Bon, on ne va pas chercher une géométrie plus lourde, enfin on va dire avec plus outillé. C'est comme si vous avez besoin vous savez, un bac à outils. Qu'est-ce que vous devez faire comme travail? Est-ce qu'il faut prendre le gros bac à outils où il y a tous les outils, ou le petit bac à outils qui suffira à faire, je veux dire, un petit travail? Eh bien, c'est ça exactement qui va se passer. Si vous avez un petit travail à faire, bon, que la géométrie affine est suffisante, il n'y a pas besoin de géométrie euclidienne. Bon, vous allez travailler dans la géométrie affine. Bon, maintenant, si maintenant il y a une lourdeur de travail avec des éléments qui sont essentiels tels que les angles et les distances à prendre en compte, ben là, à ce moment-là, comme la géométrie affine n'a pas les angles et les distances, ben vous allez travailler en géométrie euclidienne. Donc, vous allez prendre un bac à outils plus important parce que ça nécessite plus d'outils que vous n'avez pas en géométrie affine, tout simplement. Alors, bon, je vous rappelle qu'ici, le théorème de Ceva, le théorème de Menelaus, Pythagore, voilà, Barycente, peuvent être travaillés, je veux dire, en géométrie affine. Parce que, par exemple, si je prends Menelaus, ce sont des rapports. On travaille sur des rapports. Menelaus de Ceva, on travaille sur des rapports K. Alors, qui dit rapport K dit homothétie. Les homothéties, on peut les travailler en géométrie affine. Alors, translation aussi. Translation, homothétie, on peut travailler en géométrie affine. Bon, la géométrie affine se suffit à elle-même dès le moment où on fait des choses un petit peu, je veux dire, qui sont, je veux dire, basiques. Puis après, s'il y a des démonstrations qui demandent la nécessité d'un angle ou d'une distance, ben là, on repasse en géométrie euclidienne. Alors, la géométrie euclidienne a ses postulats, hein, ces différents postulats, et on commence par ces postulats axiomatiques, voilà, pour démarrer la géométrie euclidienne. Donc, on part sur des postulats. Et alors, il existe d'autres géométries, hein, toute une panoplie de géométries. Voilà. Il y a plein de géométries. Voilà. Qui sont des géométries qui sont reliées aussi avec l'algèbre linéaire aussi. Voilà. Beaucoup de géométries qui sont reliées avec l'algèbre linéaire. Alors, tout dépend dans quelle dimension qu'on travaille. R carré, bon, c'est dans le plan, ou R. Si on travaille sur R, c'est sur une droite. Sur R carré, on travaille dans un plan. Sur R cube, on travaille dans l'espace. Bon, et il existe deux autres géométries, voilà, des autres espaces et donc des autres types, des géométries plus adaptées. Par exemple, le théorème de De Fermat n'est pas travaillé ni en géométrie affine ni en géométrie euclidienne. C'est une autre géométrie qui va s'adapter, qui a des outils pour démontrer le théorème de De Fermat. Voilà, ceci étant dit,
Donc, la relation si on retire le vecteur nul, si on le retire, ben, on a une relation, voilà, la collinéarité est une RST. RST, c'est-à-dire une relation d'équivalence. Alors, la collinéarité, quand on a 3 points, on peut démontrer en géométrie affine que 3 points sont alignés. Ben, ici, collinéarité signifie étymologiquement sur une même ligne, ce qui est tout à fait normal. Hein. Pour 3 points, la seule façon de voir la chose, c'est voilà, de prendre un vecteur ici A, B, voilà, que j'appelle vecteur AB, est égal à K fois AC. Donc on peut démontrer ça comme ça. Donc, le vecteur AC sera là. Donc ça c'est la collinéarité. Bon, on peut démontrer que 3 points sont alignés par la collinéarité. La seule chose qu'on peut avoir ici, c'est que les 3 points sont alignés. Et donc les deux vecteurs sont sur une même ligne. Maintenant, en géométrie affine, ou euclidienne, peu importe, une des deux, si vous voulez démontrer que deux droites sont parallèles, alors parallèles distincts ou confondus, ben, là aussi vous allez chercher la collinéarité. L'outil, bien sûr, au travers des vecteurs, parce que la géométrie affine, je vous ai dit, bon, c'est un espace vectoriel, donc on va manipuler des vecteurs. Voilà. V, il faut démontrer que U est égal à K fois V. K fois V. Alors, pour que ce soit sur une confondue, ben, là, à ce moment-là, encore une fois, vous allez chercher, par exemple, AB, on a une même origine. B égale K fois AC. Il faut chercher juste la proportionnalité. Alors, pour des vecteurs, les vecteurs, c'est facile à voir la collinéarité parce que la collinéarité va s'induire par U. On aura x1, y1, voilà, c'est les composantes. V égale x2, y2. Donc on aura U est égal à K fois V pour avoir la collinéarité. Voilà. Donc on aura U, c'est x1, i plus est égal à K x2j, i, je m'excuse, et y1, i est égal à, enfin j est égal à k fois y2j. Bon, ce qui signifie que si j'égale les composantes entre elles, x1, y1 est égal à k fois x2 est égal à k fois y2, ce qui va impliquer que x1 sur... Attention que le cas il est le même, hein. C'est le même cas, c'est le même paramètre, va être égal à y1 sur y2. Donc la relation de collinéarité va induire que x1, y2 est égal à y1, x2 pour les vecteurs. Donc la relation de collinéarité, vectoriellement parlant, U, x1, y1, v, x2, y2, ben, c'est le produit en croix. Voilà, il doit avoir l'égalité du produit en croix. Et là, on sait voir, par exemple, 2, 3, 6, 9, c'est collinaire. Est-ce que c'est collinaire? 9 fois 9, 2 fois 9, 18. 6 fois 3, 6, 12, 18. 6 fois 3, 18. Donc là, c'est collinaire. 2, 3, le vecteur U et V sont collinaires. Parce que 2 fois 9, ça fait 18. Et 6 fois 3, 18. Et donc, le facteur de proportionnalité, où il est? Ben, on a fait fois 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. Bon, on peut le voir sous forme de vecteur. Comment? En faisant en tout vectoriel, c'est x2 en y1 égale 0. C'est-à-dire que vous allez avoir x1, x2, y1, y2 égale 0. Là, vous avez bien
x1 y2 moins x2 y1, ou en transposition, vous pouvez écrire comme ceci, y1 y2 égale 0, vous allez avoir la même chose, x1 y2 moins x2 y1. Voilà. Alors, autre chose, en 2D, en 2D, si j'écris U est égal à k fois V, c'est collinaire. C'est-à-dire que ce sont des vecteurs linéairement dépendants. Ce sont des vecteurs linéairement dépendants. C'est-à-dire que ce sont des vecteurs liés. Ce sont des vecteurs liés. Alors, je vous rappelle ici la théorie, qu'est-ce qu'elle dit en R carré, hein. Je suis en R carré, attention à ça. Donc, on a alpha U plus, on a une combinaison linéaire. Voilà. Alors, on étudie quand est-ce qu'elle s'annule. Si alpha égale bêta égale 0 amène à annuler ceci, ben, ça veut dire qu'on a une triangularisation vectorielle. On aura UV, les vecteurs sont libres. On a des vecteurs libres, c'est-à-dire des vecteurs linéairement indépendants. Donc des vecteurs libres, c'est des vecteurs non liés. Voilà. Par contre, des vecteurs liés, c'est des vecteurs non libres. Alors, ici, si maintenant on trouve alpha égale 0, mais bêta différent de 0, voilà, ou alpha différent de 0, et bêta égale 0, ou encore alpha différent de 0, et bêta différent de 0, ça induit que les vecteurs sont parallèles, sont collinaires, confondus, parallèles confondus, parallèles distincts. Donc là, on a la collinéarité. Donc, dans R carré, alors, si on est en R cube, c'est pas la même chose. R cube, il sera linéairement dépendant dans R cube si on a la coplanéarité, c'est-à-dire que tous les vecteurs sont dans le même plan. Et ici, dans R cube, on aura la non-coplanéarité, c'est-à-dire qu'il y aura deux vecteurs dans un même plan, et le troisième ne sera pas dans le plan des deux autres. Ça, c'est les vecteurs sont linéaires en R cube. Voilà, R cube. Parce qu'en R carré, on a une triangularisation ou une linéarisation ou un parallélisme. Parallélisme confondu, c'est quand on a des vecteurs linéairement dépendants, c'est-à-dire les vecteurs liés. Alors, je peux le prouver, hein, je peux le prouver ici, je vais prouver que le parallélisme, c'est-à-dire la collinéarité, c'est des vecteurs, regardez bien, je prends alpha. Alors, si je prenais alpha égale 0, U plus bêta V égale 0, si alpha égale 0, on aura 0 fois U plus bêta V égale 0, voilà, on aura 0 vecteur nul, plus bêta V égale vecteur nul, bêta V égale vecteur nul, voilà, bien sûr ici, et bêta différent de 0, donc bêta étant différent de 0, pour avoir le vecteur nul, il faut que, voilà, V fasse 0. Et donc là, on sait bien que le vecteur nul, bon, il est collinaire à lui-même. Hein. Rappelez-vous, voilà, le vecteur nul est collinaire à lui-même. Voilà. Alors maintenant, si j'écris alpha différent de 0 et bêta différent de 0, j'aurai alpha u plus bêta v égale 0. Donc j'aurai alpha u égale moins bêta v, u est égal à moins bêta v sur alpha v. Donc là, je trouve k fois v. Et donc v est égal à 1 sur k, hein, puisque k est inversible, puisque alpha est différent de 0, il est inversible. Et bêta aussi est inversible quand je chercherai 1 sur k. Voilà, donc là, on a bien la collinéarité. Donc le parallélisme confondu ou distinct. Voilà, donc, et je vous rappelle que
une droite, il y a une équation vectorielle. Hein. C'est une collinarité, une droite. Voilà, donc si j'écris l'équation de droite, quel que soit, je prends A qui est fixe, B qui est fixe, quel que soit M appartenant à la droite AB, eh ben, on écrira que AM est égal à lambda AB, AB étant fixe, voilà, A fixe et M variable. Ce sont tous les points de la droite. Tous les points alignés, tous les points M sont alignés par rapport à AB. M aligné à AB. Donc ça veut dire collinaire. On a la collinarité ici. Lambda appartenant à R. Il existe toujours un seul lambda appartenant à R. Pour trouver un point M, pour un point M, on a un seul lambda. Pour un point spécifié, on n'a qu'un seul lambda. Il existe un seul lambda appartenant à R, tel que on est à M égale lambda R. Alors ça, c'est pour un point M. Hein. Quand je dis il existe un seul lambda, ben, pour un lambda, voilà, j'aurai un point M. Par exemple, si lambda vaut 2, j'aurai le point M1. Si lambda vaut 3, j'aurai le point M2 et ainsi de suite. Donc en fait, il y a, comment ça s'appelle ça? C'est une application. L'application, voilà, d'une position par rapport à une valeur. Pour une valeur, on a une position. Donc on a une application des valeurs de R vers une position géométrique. Alors, maintenant, je peux écrire la collinéarité. Donc, entre les deux droites, AX plus BY plus C, ou A1, B1, C1, c'est-à-dire A2, X plus B2, Y plus C2 égale 0. Voilà. Ils ont même coefficient angulaire, je vous rappelle que c'était coefficient angulaire, c'est moins. Donc ils ont même coefficient angulaire, hein, alpha. Et l'autre, il doit avoir aussi, s'il est parallèle, l'angle doit faire aussi alpha. Donc tangente alpha, tangente alpha. Donc là, on aura moins A1 sur B1, moins A2 sur B2, égale tangente alpha. Tangente alpha, parce qu'ils ont le même angle, ils sont parallèles. Et là, ça constitue une constante K. Voilà. Donc on aura moins A1 sur B1 est égal à moins A2 sur B2. Voilà. Ça, c'est parallèle, distinct. Donc on va voir, bien sûr, égal K. Donc on aura A1 sur A2. Ça va donner A1 sur A2 est égal à B1 sur B2 égale K. Ça, c'est parallèle distinct. Alors, si vous voulez parallèle confondeux, ben, il faudra en plus que... voilà, parallèle distinct, c'est avec C1 différent de KC2. Parce que, maintenant, si on veut parallèle confondeux, ben, il faudra A1 sur B1 est égal à A2, enfin A1 sur A2, est égal à B1 sur B2 est égal à C1 sur C2. Voilà. Et là, est égal à K. Donc là, à ce moment-là, vous voyez qu'il faut en plus que C1 égale K fois C2. Alors, je vais essayer ça. Vous allez voir. Vous voyez, la droite. Alors, je vais faire parallèle distinct. Donc, je vais tout multiplier par 2. Le K vaut 2, par exemple. Ça fait 6x plus 4y. Et là, pour que ce soit confondu, je ne peux pas faire x2 le 4. Donc, je vais mettre n'importe quoi. 5 égale 0. Je ne peux pas avoir un facteur de 2. Alors maintenant, je vais mettre 10.
20. Voilà, je vais mettre 30. Voilà, je vais mettre 40. Ça reste toujours parallèle. Alors si maintenant je mets moins 40, on sera de l'autre côté de la droite, bien sûr. Hein. Moins 40, on est de l'autre côté. Symétriquement par rapport à plus 40, comparé à 3x plus 2y plus 4, bon, il est symétriquement disposé. Voilà. Alors maintenant, je refais la même chose. Voilà, ici, regardez bien, je vais mettre plus 40, regardez qu'il est bien symétriquement disposé par rapport moins 40 plus 40 par rapport à I, celle qui passe par l'origine, hein, c'est 6x plus 4y égale 0. Voilà. Donc c'est pas par rapport à celle-ci, mais par rapport, voilà, c'est par rapport à celle-là. Mais symétrique. Voilà. Donc vous voyez bien que tout ça, ce sont des droites parallèles. Oui, parallèles, mais pas distincts. Alors si je veux confondre, par rapport bien sûr à celle-ci, si je veux la confondre, ben, je multiplie tout par 2. Donc là, je vais mettre 6x. Là, je vais mettre x2, par exemple, ça fera 4. Et l'autre, je vais faire x2, ça fait 8. Et là, voilà, parallèle confondu. C'est parallèle confondu. Bon, maintenant, dernière chose. Si vous voulez, en équation y égale mx plus p, m étant la tangente alpha, voilà, c'est tangente alpha. Si je veux une parallèle, ben, il faut qu'il ait le même angle par rapport à l'horizontale alpha. Alpha. Donc ça c'est donné par m2 tangente alpha. Donc il suffit d'avoir la proportionnalité entre... Alors ça c'est parallèle distinct. Hein. Distinct. Donc M1 est proportionnel à... Enfin, M1 égale M2. M1 égale M2. On va voir voilà, le cas ici. Voilà, même tangente. Alors, regardez bien. On va essayer ça. Y égale 3x plus 4. Alors, plus 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Là, vous voyez qu'on passe en 0,4. Alors, qui est l'ordonnée à l'origine. Voilà. Alors, je vais mettre y égale 6x plus 5. Bon, vous voyez que là, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui fait coefficient angulaire de 3 et l'autre de 5. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, son angle fait arctangente de 3. Voilà, il y en a un qui fait 71 degrés et l'autre il fait arctangente de 6. Voilà, 80 degrés. Il y en a qui fait... alors je pourrais mesurer donc en mettant un point sur objet. J'en mets un là. Chercher l'intersection. Celui-là avec l'axe ici. Celui-là avec l'axe ici. Voilà. Et je vais chercher les angles. Le premier angle, il est là. Il ne m'a pas donné l'angle. Je vais rechercher un point. C'est vrai que l'autre, je vais mettre son ordonnée à l'origine qui vaut 5. Voilà, maintenant, je vais mettre les angles. Angle. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait. Angle. Ceci. Voilà. 80-54.
Voilà, c'était bien le bêta, l'angle bêta qui a été trouvé. Celui-ci, c'est 6x, hein, 6x. Petit instant, parce que je vais régler ce problème de points qui se mettent n'importe comment. Je vais effacer le point G. B et G. Voilà. Donc ça, arctangent de 6. Voilà. Et maintenant, je vais chercher l'autre angle. Ah non, je me suis complètement trompé. C'est pas ça. C'est A. Voilà. 71,57 qui est arctangent de 3. Donc vous voyez que savoir les arctangentes, enfin les angles par les arctangentes. Donc pour qu'ils soient parallèles, mais il faut le même coefficient angulaire. Donc je vais mettre par exemple y égale 6x plus 4, voilà, et y égale 6x plus 8. Il y en a l'ordonnée à l'origine sera, voilà, ils sont parallèles distincts. Ils sont parallèles distincts. Voilà. Alors comment avoir parallèle confondus? Ben, il suffit de dédoubler le tout. La fonction f vaudra 2y égale 12x, par exemple, dédoublé ou triplé ou quadruplé, peu importe, multiplié par un coefficient k. 6x plus 8. Voilà. Là, les deux droites sont parallèles confondues. Donc il faut tout dédoubler. Enfin, tout multiplier par un facteur k. C'est ça que je veux dire. Donc, vous voulez parallèle. Vous voulez parallèle. Parallèle distinct. Ben, M1 égale M2. Vous voulez parallèle confondus. Ben, il faudra faire KY égale KM1X plus KP1. Donc multiplier tout par K. Alors, parallèle confondu, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est que le parallèle confondu? Le parallèle confondu, il y a combien de droites là? Si on peut considérer qu'il y a une infinité de droites. Alors, on a une infinité simple de droites qui sont parallèles confondues. Donc, quelque part, il y a une relation, on sent là-dessus qu'il y a une relation de réflexivité. On a une relation de réflexif. Et parallèle A. Donc, toute droite peut être parallèle à lui-même. Donc, on a une relation de réflexivité. Alors, la transitivité dans le parallélisme, on l'a aussi. Hein. La transitivité. Si une droite D1 est parallèle à une droite D2, et voilà, D2, si D1 parallèle à D2, D2 parallèle à D3, ben, ça veut dire que D1 est parallèle à D3. Donc, on a la transitivité. Maintenant, la relation de symétrie, on l'a aussi. Pourquoi? Parce que si D1 est parallèle à D2, ben D2 est parallèle à D1. Donc on a la relation de symétrie. Donc on a une relation de réflexivité, de symétrie, la transitivité. Donc encore une fois, le parallélisme est une relation d'équivalence. Voilà, le parallélisme est une relation d'équivalence.
comme l'était la relation de euh, est parallèle à. La relation est parallèle à. La relation est collinéaire à. Ben, ça c'est la relation 1, relation 2. La relation 1 et la relation 2 sont deux relations d'équivalence qui, je dis, respectent le RST, c'est-à-dire réflexivité, symétrie et transitivité. Alors, dernière chose, je vous rappelle que l'équation d'une droite peut s'écrire en tout matriciel en sous forme de x, y1, x1, y1, 1, x2, y2, 1, où on a le point A qui est x1, y1, et le point B qui est x2, y2. Eh bien, là, bon, il n'y en a qu'un seul qui va donner un mineur négatif, c'est celui-là, parce qu'on est en 1, première ligne, deuxième colonne, donc c'est moins 1 exposant 3, donc il va donner du négatif. Donc le y, il sera négatif. Bon, celui-là, il va donner un mineur pair et celui-là un mineur pair. Parce qu'on a pair, impair, pair. Dans la somme, bien sûr, ligne, colonne. Faites ligne plus colonne, moins 1 exposant ligne plus colonne. Ben, si ceci est pair, ben, moins 1 exposant impair, c'est, on va dire, c'est plus. Et moins 1 exposant ligne plus colonne impair, c'est moins. Voilà. Donc, il n'y en a qu'un seul qui va donner un moins, c'est le y. Les deux autres, le terme indépendant, il va donner plus, et l'autre, il va donner plus. Voilà, alors, à partir de là, bon, je vais chercher ceci, c'est y1, c'est la matrice ici, pour trouver le x, donc c'est y1, y2, 1, 1. Pour le y, vous allez chercher x1, x2, 1, 1. Et pour le terme indépendant, vous allez chercher pour le terme indépendant, vous allez chercher x1, y1, x2, y2, voilà, égale bien sûr 0. Voilà, alors, si maintenant je prends une deuxième droite, on aura y1 sur y2, 1, 1, prime, prime, x moins x'1, x'2, 1, 1, y plus x'1, x'2, y'1, y'2 égale 0. Voilà. Quand est-ce qu'on aura la collinéarité? Eh bien, je rappelle que le coefficient angulaire, c'est de ceci, c'est y égale moins a sur b. Donc, je rappelle que ax plus by plus c égale 0, c'est, pour avoir le coefficient angulaire, c'est y égale moins ax sur b. Voilà, le coefficient angulaire, il vaut moins a sur b, plus c sur a. C sur b. Moins c sur b, moins c sur b, je m'excuse, c'est moins c sur b. Moins c sur b. Bon. Ce qui veut dire que coefficient angulaire, le a il est là. C'est y1 moins y2. Sur
Alors avec un moins, parce qu'il y a un moins ici, mais le moins je vais le retirer avec ce moins là. Donc on aura x1 moins x2. Voilà. Ça c'est le premier coefficient angulaire. Donc c'est delta y sur delta x. Hein. Voilà. Et là-bas on aura aussi delta y sur delta x. Donc ce qui veut dire que pour avoir parallèle distinct, delta x doit être proportionnel. Y2 moins y1 sur x2 moins x1, y'2 moins y'1 sur x'2 moins x'1. Et donc, delta x' doit être proportionnel à delta x, là c'est parallèle distinct. Parallèle distinct. Voilà. Voilà. Par exemple, je vais chercher 2 points. A égale 2,3 B voilà. Alors, ça c'est la première droite. Deuxième droite. Alors, pour qu'ils soient parallèles, bon, je vais d'abord faire y2 moins y1. 5 moins 3 sur 4 moins 2. Là, ça c'est le coefficient angulaire de la droite AB. Elle est à 45 degrés. Parce que l'arctangent de 1, c'est 45. Donc, pour avoir le parallélisme, voilà, il faut que j'ai proportionnalité à A. Hein. Est-ce que je ne me trompe pas ici? Il faut qu'ils aient le même... Non, ça c'est tangente alpha. Donc il ne doit pas être proportionnel à K. Puisque ça, c'est tangente alpha. Or, la tangente alpha, elle doit être la même. Donc K vaut 1. Si vous voulez, il faut que delta X... Voilà, ça doit être la même chose. Donc ici, y2 moins y1. Donc j'ai pris 6 moins 3, 9, 2.
je vais m'arranger pour que ça fasse 1. 6 moins 3. J'ai pris ceci. Donc là, ça fait 6 plus 3. 9. 7. J'ai 9 septièmes. Bon, je vais essayer de m'arranger pour avoir 1. Pour avoir 1, il me faudrait 9, par exemple, au dénominateur. Par exemple. Il faudrait 9 ici. Donc ici, je pourrais mettre, par exemple, pour avoir 9, 11 moins 2. Je vais mettre le point 11. 11. Je vais mettre 11. En lieu et place de 9. Voilà. C'est ce que je vous disais. Donc là, on aura le coefficient angulaire qui voudra 6 moins 3 divisé par 11 moins 2. Voilà, coefficient angulaire il fait bien 1. Donc on a la droite qui est parallèle. Voilà, parallèle confondu. Alors pour avoir parallèle distinct, il faudrait les mêmes, voilà, les mêmes ordonnées à l'origine. Donc tout va se jouer sur la troisième matrice. Donc quand je dis la troisième matrice, tout va être basé sur voilà la matrice en C. Et donc je vous rappelle que ça c'est A1, ça c'est B1, et ça c'est C1. Ça c'est A2, ça c'est B2 avec son moins. Attention que B1 c'est avec le moins, B2 c'est avec son moins. Et C2 c'est ceci. Donc pour avoir le parallélisme, matriciellement parlant, il faudrait que A1 sur A2 fasse B1 sur B2. Voilà, ça c'est parallèle distinct. Maintenant, si vous avez A1 sur A2 est égal à B1 sur B2 est égal à C1 sur C2, ça c'est parallèle confondu. Bon, ce qui implique de reprendre les matrices que vous avez là-bas. Vous reprenez les matrices ici. Ici, là. Non, c'est pas encore ça. Vous reprenez ces matrices-là. Je vais les reprendre. A1 sur A2, rien d'autre que Y1, 1, Y2, 1 sur Y'1, 1, Y'2, 1, voilà, est égal à B1 sur B2. Voilà, si j'ai ça, B1 c'est moins X1, 1, X2, 1 sur moins X'1, X'2,
1, 1. Et alors les moins, ils peuvent tomber ici. Hein. Voilà. Et ça, c'est parallèle distinct. Oui, distinct, parallèle distinct. Si on n'a que ça c'est parallèle distinct. Alors pour avoir parallèle confondu, il faudrait que, en plus de ça, on a C1 sur C2. Donc c'est-à-dire x1, y1, x2, y2 sur x'1, x'2, y'1, y'2. Ça c'est, si on a tout ça, c'est parallèle confondu. Je vous remercie.